C'était le 11 mai 1944, en plein cœur de l'océan Indien. La mer, d'un noir d'encre, reflétait à peine la lueur blafarde d'une lune à moitié voilée par les nuages. Une brise lourde et humide frappait le pont du U-852, ce monstre d'acier long de 76,7 mètres, large de 6,8 mètres, dont les tubes lance-torpilles de 53,3 cm semblaient prêts à cracher la mort à tout instant. À l'intérieur, le moteur diesel principal rugissait, produisant un vrombissement de 4400 chevaux qui résonnait jusque dans les profondeurs, tandis que les hommes se cramponnaient aux consoles tremblantes sous l'effet des vibrations. Le commandant Heinz Wilhelm Eck, visage impassible, mais yeux acérés, scrutait l'horizon avec une tension palpable. Chaque membre de l'équipage savait que cette patrouille n'était pas ordinaire. La mission, intercepter et détruire des navires alliés traversant ces eaux stratégiques, mais sans éveiller la moindre suspicion. Pourtant, derrière cette apparence de discipline militaire, un dilemme moral se préparait à éclater. Eck allait bientôt franchir la ligne de ce qui est légalement et humainement acceptable. Le SS Peleus, un cargo britannique chargé de troupes et de matériel, se trouvait à seulement quelques milles nautiques. Sa silhouette sombre se devinait à peine dans l'obscurité. Les ondes sonores du sonar du U-boot captaient chaque mouvement, chaque pulsation de moteur, comme un cœur humain dans la nuit. L'air était saturé de sel et d'huile, la tension palpable dans le silence glacial qui régnait sous le pont. Quelques instants plus tard, le sonar signala une cible en approche. Le temps semblait se figer. L'équipage retenait son souffle, conscient que chaque décision allait peser sur la vie de centaines d'hommes. L'instant était suspendu entre la mort et la survie, le devoir et la transgression. Le capitaine Eck, par pure détermination, prit une décision qui allait sceller le destin du Peleus et marquer, elle, histoire de crimes de guerre maritime. Au début de 1944, la guerre sous-marine allemande connaissait une période de haute intensité, mais de risque croissant. La Kriegsmarine avait développé le type DD2, dont le U-852 était un exemplaire, conçu pour opérer sur de longues distances dans l'Atlantique et l'océan Indien. Ce sous-marin pesait 1610 tonnes en surface, pouvait plonger jusqu'à 200 mètres et atteindre une vitesse maximale de 20,8 nœuds en surface et 7,3 nœuds en immersion. Son arsenal comprenait 6 tubes lance-torpilles de 53,3 mm à l'avant, une tourelle de 10,5 cm SKC-32 avec portée de 12 700 mètres et plusieurs mitrailleuses de calibre 20 mm pour la défense rapprochée. La précision de ces armes, combinée à la furtivité du submersible, en faisait un prédateur redoutable. Lorsque Eck fut affecté à ce U-boot, il connaissait les limites techniques et humaines de son engin. La construction du type D2 avait été pensée pour la stratégie de commerce de guerre, visant à couper les lignes d'approvisionnement alliées en Afrique, en Inde et au Moyen-Orient. Chaque patrouille exigeait une discipline extrême et une coordination millimétrée. Mais la guerre, dans ces latitudes lointaines, était aussi une course contre le temps et les conditions océaniques. Les tempêtes tropicales pouvaient surgir à tout instant et la profondeur maximale offrait peu de refuge contre les destroyers alliés patrouillant le secteur. À ce moment précis, Eck devait décider. Rester fidèle aux conventions de la guerre maritime ou céder à la tentation tactique d'éliminer les survivants pour masquer ses traces. Il ignorait alors que ce choix allait transformer le U-852 en un symbole de violation flagrante du droit international et que ses actions seraient scrutées, jugées et condamnées par l'histoire. Le 12 mai, à 03h17, le sonar du U-boot capta à nouveau le cargo en approche. L'équipage, épuisé par plusieurs jours de veille, sentit la montée de l'adrénaline. Les torpilles furent préparées. Chaque action, chaque mouvement fut exécuté avec précision. Rotation des tubes, calcul de la distance, estimation de la vitesse et de la trajectoire. Le commandant Eck, conscient des enjeux, ordonna l'immersion partielle, réduisant la signature du U-boot dans l'eau. Les hommes retenaient leur souffle, le claquement sec du mécanisme de lancement résonnant comme un tambour de mort. Cependant, un problème technique survint. Une torpille échoua à se stabiliser dans sa course initiale, manquant de peu la coque du Peleus. La tension monta d'un cran. Eck, implacable, ordonna une deuxième attaque, cette fois parfaitement synchronisée. La torpille frappa, le cargo explosa,
un nuage de fumée et de flammes illuminant la mer sombre. L'équipage britannique fut pris au piège, certains encore sur le pont, d'autres projetés à l'eau par l'explosion. C'est à ce moment que la ligne fut franchie. Au lieu de récupérer les survivants, Eck prit la décision de couler méthodiquement les canaux de sauvetage, éliminant toute preuve et transformant le massacre en crime de guerre. Les hommes du U-852 observaient, silencieux, le chaos éclater sous leurs yeux, confrontés à l'horreur de leur propre efficacité. Le vrombissement des moteurs et le grondement de l'océan semblaient couvrir le cri des hommes, comme si la mer elle-même participait à la punition. Le 12 mai 1944, 04h30, quelques heures après la première attaque, le U-852 restait immergé à 60 mètres, dans un silence glacial. Le sous-marin vibrait sous l'effet des moteurs diesel en marche lente, tandis que la coque métallique gémissait à chaque mouvement de l'eau. L'équipage était épuisé, mais Eck, les traits tirés et la mâchoire serrée, maintenait une discipline implacable. Chaque sonar passif, chaque hublot observé était scruté avec une précision chirurgicale. Le calme apparent masquait l'horreur qui se déroulait à la surface. Les survivants du SS Peleus dérivaient, frappés par le froid de la nuit tropicale, les corps crispés par l'adrénaline et le sel. Certains tentèrent de regagner les canaux endommagés, tandis que d'autres sombraient dans l'eau noire, happés par la marée. La décision d'Eck de couler les radeaux de survie ne laissait aucune chance à ces hommes. Dans l'écho métallique du sous-marin, certains membres de l'équipage détournèrent les yeux, incapables de supporter le spectacle. Mais aucun n'osait contester les ordres. Au début de cette opération, Eck avait justifié ses actions par la nécessité tactique. Les forces alliées étaient nombreuses dans le secteur. Des destroyers, des avions de reconnaissance et des patrouilles aériennes survolaient régulièrement la zone. La Kriegsmarine, dans ses directives, insistait sur la sécurité maximale des U-boots, mais ne prévoyait aucune sanction explicite contre les exécutions des survivants. Ce vide légal servit de justification perverse. Quelques heures et plus tard, le U-852 dut affronter un autre défi. Un sous-marin britannique de type T-Class, détecté à proximité par hydrophone, s'approchait à 1200 mètres. Eck ordonna une immersion rapide jusqu'à 150 mètres, poussant le type Dwight D2 à ses limites. La pression sur la coque métallique atteignait près de 15 bars, et chaque pas sur les ponts internes faisait résonner un choc sourd, comme un rappel brutal de la vulnérabilité du navire. L'équipage retenait son souffle, chaque seconde comptant, tandis que le sonar captait des échos de plus en plus proches. Le 12 mai, à 09h15, Eck décida de continuer sa route vers les positions stratégiques prévues pour intercepter d'autres navires alliés. La décision d'éliminer les survivants pesait lourd sur ses épaules. La tension psychologique était palpable. Certains membres de l'équipage, comme le premier officier capitaine-lieutenant Karl Wilhelm Hüttig, exprimaient des doutes quant à la moralité des ordres, mais aucun ne s'opposa directement. Le silence régnait dans les coursives, interrompu uniquement par le vrombissement intermittent des moteurs et le cliquetis des instruments de navigation. L'après-midi fut marqué par un événement technique critique. Le moteur électrique du U-852, utilisé pour la propulsion silencieuse en immersion, montra des signes de surchauffe après plusieurs heures consécutives. La température interne atteignait 75 degrés, provoquant des odeurs d'huile brûlée et des étincelles dans le compartiment moteur. Eck ordonna de réduire la vitesse à 4 nœuds, préservant la furtivité mais retardant l'avancée vers la prochaine cible. La tension augmenta encore. Chaque minute perdue était une opportunité pour les forces alliées de détecter le U-boot. À ce moment, le commandant dut prendre une décision décisive. Une patrouille aérienne alliée avait été repérée à 12 000 nautiques. L'option de plonger à 200 mètres, la profondeur maximale, était tentante pour échapper à la détection. Mais les réserves d'oxygène et les batteries étaient limitées. Les calculs tactiques et techniques se chevauchaient avec ailes éthiques. Survivre signifiait accepter les risques et continuer sa route, mais rester exposé pouvait coûter la vie à l'équipage. Eck choisit la manœuvre audacieuse. Rester en immersion à 120 mètres en contournant la zone de détection aérienne grâce aux cartes hydrographiques précises de l'océan Indien.
L'après-midi se termina dans une atmosphère de tension extrême. Les hommes, fatigués et déshydratés, s'alimentaient avec des rations limitées, tandis que le sous-marin tanguait légèrement à cause de la houle persistante. Chaque décision, chaque ordre, portait la marque d'un commandant prêt à tout pour assurer la sécurité tactique du navire, même au prix de violations flagrantes du droit de la guerre. L'opération illégale contre les survivants du Péléus ne représentait qu'un aspect de la pression énorme subie par Heck et son équipage. La navigation dans l'océan Indien était truffée de dangers. Des récifs invisibles sur cartes anciennes pouvant perforer la coque en acier de 2,8 cm. Des courants puissants dépassant 3 nœuds capables de dévier la trajectoire du navire. La menace constante des avions Catalina américains et britanniques, capables de plonger des charges de profondeur jusqu'à 300 kg, créant des explosions dont la pression pouvait fissurer la coque. Chaque membre de l'équipage était conscient que la marge de manœuvre était extrêmement réduite. L'exécution d'ordres immoraux, combinée aux défis techniques, faisait du U-852 un théâtre de tensions extrêmes. L'ingénierie, la tactique et la morale se confrontaient dans un silence glacial sous la surface de l'océan. Le 12 mai 1944, 14h52, le soleil frappait l'océan Indien d'une lumière aveuglante. Et pourtant, le chaos régna à la surface. Le SS Péléus, déjà lourdement endommagé par les torpilles, flottait à moitié immergé. Les survivants s'accrochaient désespérément à des débris flottants, grelottant sous la chaleur et l'angoisse, tandis que le commandant Heck observait depuis la passerelle du U-852. Son visage impassible cachait la tension et la peur que même un vétéran aguerri ne pouvait ignorer. Heck ordonna alors l'action fatale. L'élimination méthodique des survivants pour supprimer toute preuve de l'attaque. Les instructions étaient précises et froides. Utiliser les canons de 20 mm et les grenades explosives pour couler les radeaux et neutraliser toute embarcation dérivante. Les hommes de l'équipage exécutèrent les ordres, la fumée et les éclats de bois emplissant l'air, tandis que les éclaboussures d'eau et les corps des hommes frappés par les tirs créaient un spectacle d'horreur inimaginable. Chaque tir était calculé avec une précision mécanique. La portée maximale des canons de 20 mm atteignait 2000 mètres, mais les coups étaient ajustés pour éviter le gaspillage et garantir l'efficacité maximale. L'équipage, pourtant entraîné pour des missions tactiques, ressentait un malaise profond, certains échappant à des regards pour essuyer une larme ou un tressaillement nerveux. Le vrombissement des moteurs et le grondement de l'océan semblaient la couvrir les cris, mais l'odeur de l'eau salée, mêlée à celle du sang et du métal brûlé, saturait l'air. Le commandant Heck surveillait chaque mouvement. Les canaux de sauvetage, trop nombreux pour rester intacts, étaient ciblés méthodiquement. L'un d'eux, portant 7 survivants, fut touché directement par une grenade, provoquant une explosion qui projeta les hommes dans la mer. La houle, déjà haute à 2,5 mètres, rendait leur survie quasi impossible. Ceux qui tentèrent de nager vers les débris plus stables étaient aussitôt neutralisés par des tirs précis du pont. À ce moment précis, le U-852 était à la fois prédateur et juge, maître de la vie et de la mort. Les instruments de navigation tremblaient sous les vibrations des tirs et des explosions, mais Heck maintenait un contrôle absolu, déterminé à effacer toute trace. L'horloge du sous-marin, implacable, indiquait 15h06. En moins de 30 minutes, la quasi-totalité des survivants avait été éliminée. Les quelques rares rescapés dérivaient encore, mais leur sort semblait désormais scellé par la houle et la fatigue. La mer, silencieuse quelques minutes après l'attaque, portait les stigmates de l'opération. Les débris du Péléus flottaient comme des témoins muets, tandis que le U-852 reprenait sa course vers les zones de patrouille prévues. Heck, conscient que l'acte qu'il venait de commettre serait jugé, ne laissait rien paraître. Mais au fond de la salle des torpilles, certains officiers et sous-officiers murmuraient entre eux, exprimant pour la première fois la peur et le dégoût de ce qu'ils venèrent de faire. Les décisions techniques étaient désormais entremêlées à des dilemmes moraux insurmontables. La sécurité tactique imposait le secret absolu. La pression psychologique menaçait de briser la discipline. Chaque vague pouvait révéler la vérité aux patrouilles alliées, menaçant l'équipage d'une capture et d'un procès. À 16h47,
un signal radar détecta un avion Catalina à 8000 nautiques survolant la zone. Le sous-marin se plongea immédiatement à 180 mètres, utilisant la furtivité et la vitesse minimale pour éviter d'être détecté. Les moteurs électriques surchauffèrent, de nouveau, atteignant 70 degrés, et le compartiment moteur exhala une fumée épaisse. La tension était telle que le moindre claquement, la moindre respiration forte, semblait pouvoir trahir le navire. Les hommes de l'équipage commençaient à montrer des signes de fatigue extrême. Certains tremblaient, d'autres restaient immobiles, paralysés par l'horreur de leurs actes. Le premier officier Hüttig observa Eck, hésitant entre loyauté et révolte intérieure. Eck, quant à lui, restait concentré sur la mission et la survie tactique, faisant abstraction du chaos moral autour de lui. La discipline, même dans l'horreur, demeurait absolue. Ce climax, où la technologie et la cruauté se rencontrent, marque un tournant dans l'histoire du U-852. La guerre sous-marine venait de franchir une frontière qui ne devait jamais être franchie. Les conséquences seraient lourdes, et la postérité ne manquerait pas de juger. Le 16 mai 1944, quelques jours après l'attaque du Peleus, le U-852 poursuivait sa patrouille dans l'océan Indien, longeant les côtes somaliennes à faible profondeur. Les moteurs diesel vrombissaient, produisant un grondement qui semblait traduire le malaise latent de l'équipage. La mer, d'un bleu sombre, paraissait silencieuse, presque complice de ce crime qui resterait gravé dans l'histoire. Cependant, la Kriegsmarine n'avait pas prévu que les actions d'Eck seraient révélées. Les survivants miraculeusement recueillis par des navires alliés et les débris flottants servirent de témoins silencieux. Le massacre du Peleus fut rapidement porté à l'attention des autorités alliées, qui entamèrent un suivi minutieux des traces et des patrouilles sous-marines allemandes. Après la fin de la guerre en Europe, Heinz Wilhelm Eck fut capturé et jugé devant le tribunal militaire britannique, dans un procès qui marquerait la première condamnation pour crime de guerre commis par un commandant de U-boot. Le juge M. Justice Humphreys résuma l'affaire ainsi. Ce n'est pas seulement la torpille qui a frappé le Peleus, mais la décision consciente de détruire des vies humaines déjà sauvées qui constitue la véritable offense à l'humanité. Le procès révéla des détails troublants. 53 hommes avaient été éliminés après le naufrage. La majorité des attaques avaient été exécutées à la mitrailleuse et à la grenade. Les témoignages de survivants décrivirent des scènes d'horreur où le bruit des explosions et le choc des impacts semblaient résonner sur des kilomètres. Eck fut reconnu coupable et condamné à mort pour crime de guerre. Ses officiers subalternes furent également jugés, certains recevant des peines de prison, d'autres étant acquittés pour avoir simplement exécuté des ordres sous la contrainte. L'affaire du U-852 eut un impact profond sur la stratégie et l'éthique militaire. Elle démontra que le respect du droit maritime était impératif, même en temps de guerre. Elle conduisit la Kriegsmarine à rappeler strictement les règles d'engagement dans les patrouilles sous-marines. Elle influença les procédures d'armement et de surveillance, notamment sur l'utilisation des torpilles et canons contre les navires en détresse. Pour les historiens et spécialistes de la guerre sous-marine, le U-852 reste un symbole de la frontière fragile entre stratégie militaire et transgression morale. Les journaux officiels et les archives techniques révèlent que, malgré la supériorité du type Nuek D2, vitesse de 20,8 nœuds, profondeur de 200 mètres, portée de torpilles de 12 000 mètres, ce n'était pas la technologie qui décida de l'issue, mais la décision humaine de franchir une limite éthique. Des décennies plus tard, certains survivants du Peleus et leurs familles témoignèrent encore du souvenir de cette nuit. Nous avons cru que la mer nous avait oubliés, jusqu'à ce que le silence soit brisé par les tirs du sous-marin. C'est un souvenir que je ne pourrai jamais effacer, confia l'un d'eux lors d'une interview en 1989. Même parmi les vétérans allemands du U-852, les souvenirs étaient empreints de honte et d'admiration paradoxale pour la maîtrise technique du commandant, mêlée à la condamnation morale de ses actes. L'archéologie maritime contemporaine confirme la trace des épaves et des canaux coulés, préservant la mémoire de ce drame pour les générations futures. Le U-852 et les actions d'Eck démontrent que la discipline militaire doit toujours être encadrée par l'éthique. Les technologies avancées ne justifient jamais la violation des conventions humanitaires. Même les missions les plus techniques et calculées peuvent laisser une empreinte historique durable lorsqu'elles transgressent l'humanité. Ainsi,
L'histoire de ce commandant et de son équipage est enseignée dans les académies navales comme un avertissement dramatique, où la compétence technique et la bravoure ne suffisent pas à légitimer l'injustice.